partir ou rester? En fait, c'est une question qu'on se pose 150 fois par jour, pas seulement pour les lieux, mais pour, je sais pas, le travail dans lequel on est, le bar où on est en train de peut-être boire le verre de trop, d'une relation amicale où on sait plus très bien, là où on est. Donc en fait, la question de la place et surtout donc de l'action que ça demande, c'est-à-dire est-ce qu'on reste en étant un peu à l'étroit et en étant un peu, pas tout à fait content de sa situation ou est-ce qu'on part, mais en tout cas, de pouvoir savoir que la question peut se poser, que rester, c'est un choix qu'on doit faire tous les jours, que partir, c'est une possibilité qu'on peut avoir toujours dans la tête. Ça, je pense que c'est important, ouais. Bienvenue sur le podcast Une place à soi, le podcast pour habiter pleinement sa vie. Ici, on explore la très vaste question de la place, en soi, dans le travail, dans le monde et dans ses relations. Mon nom, c'est Sophie Rioux, je suis executive coach et mentor. Je crois profondément qu'être à sa juste place, c'est prendre le risque d'être soi et prendre sa part dans le monde. Mon intention avec ces épisodes, c'est d'aider les femmes à prendre leur place dans toutes les sphères de leur vie et incarner ce qu'elles sont dans toutes leurs dimensions. Ici, je vous proposerai de grandes prises de hauteur, des idées qui décalent et en fin d'épisode, des questions pour que les liens que je fais, vous puissiez les faire à votre tour dans votre vie. Bonne écoute. Aujourd'hui, j'ai 2 questions à vous poser. La première, c'est quel est ce lieu que vous avez pris en photo dans votre téléphone en 10, 20, 100 exemplaires? La seconde, qui découle de la première, est-ce que vous vous y sentez comme chez vous? Si la réponse est oui, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on va parler de ces lieux où on se sent à sa place, qu'on cherche, qu'on croit trouver et dans lesquels on finit par se déposer, fourbu ou juste un peu plus sage. J'accueille Marie Coq, qui publie Après le virage, c'est chez moi, aux éditions La Découverte, dans lequel elle interroge notre rapport au dehors, à l'autre et à soi. Entre essais et itinérance autobiographique, elle parle des lieux, réels ou imaginaires, comme topographie de notre identité. Marie, je suis très heureuse de te recevoir au micro d'Une place à soi. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invitée. Alors pour te présenter en quelques lieux et en quelques livres, tu es née à Saint-Étienne, tu as vécu quelque temps en Algérie, tu as fait des études à Lille, tu as vécu à Paris et en 2021, tu t'es installée à Marseille. Tu es journaliste et autrice, tu as publié Yoga, une histoire monde en 2019, Vieille fille, une proposition en 2022 et donc Après le virage, c'est chez moi en 2025. Alors, je suis très heureuse parce qu'il y a quelques mois, quand j'ai commencé à travailler sur ce projet de podcast, je te rencontre à une conférence sur les lieux et sur les liens. Je t'avais lu et j'avais très envie d'aborder ce thème des lieux. Donc, ça fait vraiment sens pour moi aussi aujourd'hui. Alors, ensemble, on va se demander comment un lieu devient un port d'ancrage où on peut être soi et cohabiter avec les autres. Et si ce n'est finalement pas un acte de résistance de trouver un lieu à soi dans un monde en perpétuel mouvement qui invite à la réinvention permanente. On va aussi se demander pourquoi on cherche ailleurs si on y est, et en quoi les lieux qu'on habite, qu'on quitte, qu'on traverse, révèlent quelque chose de nous. Et pourquoi, pour les femmes, le sujet de la place du mouvement est essentiel, philosophique et politique. C'est quoi pour toi être à sa place ? Alors être à sa place, je sais que c'est une question qui habite, beaucoup de gens, notamment les femmes. Alors peut-être que c'est une façon un peu de botter en touche, mais moi j'ai l'impression que je me sens vraiment à ma place quand, j'ai des moments de contemplation. Enfin, c'est-à-dire, quand j'ai vraiment, j'arrive à me dire: «Oh, mais quelle chance j'ai de pouvoir, voir ce que je suis en train d'observer», en fait. Et là, c'est vrai que, je t'en avais parlé, mais là, à Marseille, il y a pas très longtemps, là, je suis, rentrée du Frioul, là, qui sont les îles en face de Marseille. Donc qui est une espèce de petit bus, voilà, de petit bus qu'on prend assez régulièrement ici. Et je suis rentrée à la tombée de la nuit, donc déjà il y avait la traversée de nuit, les étoiles, on rentrait dans la rade, donc ça c'est quand même toujours, très, très beau. Et quand je suis arrivée sur le Vieux-Port, là, sous l'ombrière, il y a une, famille là qui joue, donc c'est un père et ses 2 enfants. Et dans ses enfants, il y a un petit garçon qui doit avoir peut-être 8, 9 ans et qui joue, du darbouka de façon complètement hallucinante. Et là, quand je suis arrivée, donc voilà, la musique battait son plein et il y avait tout un groupe de jeunes, qui sont mis à danser, un peu les danses traditionnelles, comme ça sur le port, tout en se charriant, sous le regard extrêmement concentré de ce petit génie, de la percussion, quoi. Donc là, je m'étais dit: «Ouais, bon, quand même, là, Marseille, c'est une ville où j'ai la chance de voir ça».
Et je me dis que voilà, si j'ai la chance de voir ça, c'est un cadeau qu'on me fait parce que je suis au bon endroit, quoi. C'était ça le dernier moment où tu t'es vraiment sentie à ta place? À ce moment de grâce dont tu as été témoin? Oui, il y a ça et puis, alors là, c'est bizarre, c'est un moment, que j'avais pas, enfin que j'ai vécu plutôt en comment dire? En creux. C'est-à-dire que là, je suis partie en Auvergne là pour le week-end il y a quelque temps et en fait, ce qui m'a sauté aux yeux, que j'avais jamais remarqué, c'est que, bon, là, je vais faire quelques courses et cetera et là, je me rends compte que ni le boulanger, ni le boucher, personne ne m'appelle ma chérie, ma gâtée, personne me tutoie, personne me demande comment ça va et cetera. Et là, je me suis rendu compte, en fait, aussi à quel point j'avais, pris l'habitude de la, voilà, de la chaleur humaine aussi, vraiment du quotidien, voilà, cette espèce de façon de se parler très affectueuse, ici et ça, voilà, je me dis que ça peut être aussi, quelque chose qui me fait sentir quand même, chez moi malgré tout ici de voilà, que d'être accueillie comme ça à chaque fois qu'on passe une porte, quoi. Mmh. Bon, on va parler un petit peu de ton livre. Mmh. Alors après Le virage, c'est chez moi. Pourquoi ce livre? Pourquoi ce thème de la place et pourquoi maintenant? Alors il y a eu plusieurs déclencheurs, en même temps. D'une part, c'était la prise de conscience que cette fameuse maison d'UV dont je parle, qui est la maison d'abord de mes parents puis de ma mère, après le divorce de mes parents, où j'ai passé toute mon enfance et cetera, où j'ai toujours un peu vaguement pensé que cette maison serait toujours là, que je finirais peut-être un peu par y vivre et cetera. Bon, pour des tas de raisons, ça va pas se faire et donc l'anticipation comme ça de la perte de cette maison, ça a changé un peu mon rapport, au lieu parce que finalement je m'enorgueillissais d'être, comme ça, de feu follet, toujours à partir à droite à gauche, enfin voilà, de pas avoir besoin d'ancrage. Sauf que quand, cette maison, a annoncé qu'elle allait disparaître, je me suis rendu compte que sans ce point-là d'ancrage, mon rapport au lieu était en train de changer. Donc il y avait ça qui était vraiment, vraiment important. En même temps, je venais d'arriver à Marseille, c'était un moment à Marseille où je me sentais pas particulièrement, bien. Aussi parce que après une année comme ça un peu de dolce vita, enfin d'émerveillement permanent, après 17 ans à Paris, Et voilà un confinement? et un confinement et cetera. Donc il y avait comme ça une forme de liberté folle, le beau temps tout le temps et cetera. Et puis je me suis rendu compte que quand même, Marseille ne comblait pas tout ce que j'avais espéré, obtenir ici. Et ça m'avait un peu perturbée parce que, alors peut-être que j'anticipe un peu les questions plus tard, mais, je trouve qu'on a beaucoup de récits comme ça, de grands départs, de changements de vie, qui se passent très bien, avec des gens qui vraiment ne retourneraient jamais en arrière. Ils ont vraiment trouvé tout de suite, ce qu'il fallait et cetera. Et je me suis dit: «Bon, ça pourrait être intéressant aussi de se dire qu'on peut, un peu rater ses départs, qu'on peut changer d'avis, qu'on peut peut-être, voilà, tenter des choses sans trop savoir ce qui se passe et cetera. Mais voilà, un petit peu modifier ça. Et puis la dernière chose, c'était aussi voilà, avec la montée de l'extrême droite et le slogan «On est chez nous», je me disais: «Bon, il y a quand même un récit aussi sur le chez soi, sur ce que c'est que le terroir, le territoire, le sentiment du chez soi qui n'est pas chez les autres, voilà, qui me travaillait beaucoup et je me disais que le virage à sa toute petite échelle, ça pouvait être aussi une façon de construire aussi un contre-récit du territoire, voilà, face à ces idées-là, quoi. Ouais, l'ancrage plutôt que le côté rance, des Mmh. racines, Ouais, ouais. exactement. Hem, alors tu écris: «Sur le papier, j'applique les conseils Instagram en puissancement et développement personnel pour les nuls. Mais je sens bien que j'emprunte la pente glissante puisque je deviens capable d'opérer des coupes franches et des abandons pour revendiquer mon propre droit à être en paix sur ma petite parcelle d'existence et de partir dès que j'ai l'impression que celle-ci est en péril.» Alors, ça, c'est dans Le virage. Mais le thème de la place, il est aussi présent dans Vieille fille, une proposition, parce que tu parles du célibat et de l'importance d'avoir, enfin, en tout cas, le fait d'avoir un lieu à soi, un peu comme un refuge. Finalement, avoir sa place, avoir une place à soi, est-ce que c'est se créer un espace de pensée, de désir, de liberté, sans interférence avec les autres? Oui, oui, je crois quand même qu'on a toutes, tous, mais surtout toutes, besoin de savoir qu'un tel espace peut exister. Là, l'extrait que tu lis ou même après ce que j'ai évoqué aussi dans Vieille fille, mais
En fait, c'est un endroit aussi où on peut se poser la question partir ou rester. En fait, c'est une question qu'on se pose 150 fois par jour, pas seulement pour les lieux, mais pour, je sais pas, le travail dans lequel on est, le bar où on est en train de peut-être boire le verre de trop, d'une relation amicale où on sait plus très bien, là où on est. Donc en fait, la question de la place et surtout donc de l'action que ça demande, c'est-à-dire est-ce qu'on reste en étant un peu à l'étroit et en étant un peu, pas tout à fait content de sa situation ou est-ce qu'on part, mais partir, ça veut dire aussi peut-être ne pas travailler, envoyer bouler des choses, un peu trop rapidement. Donc j'ai pas la solution s'il faut rester ou partir dans ces cas-là, mais en tout cas de pouvoir savoir que la question peut se poser, que rester, c'est un choix qu'on doit faire tous les jours, que partir, c'est une possibilité qu'on peut avoir toujours dans la tête. Ça, je pense que c'est important, ouais. Mmh. Et que le lieu peut vraiment aider aussi à sentir cette liberté-là parce qu'effectivement, on peut assez vite, mettre cette question sous le tapis au profit, des loyautés, de la logistique en cours, des gens avec qui on habite, et cetera, quoi. Mais je pense qu'on se pose pas cette question assez souvent et assez franchement, dans la vie, quoi. Mmh. Alors tu parles de V dans ton dernier livre, donc ce hameau juste après les virages, celui que tu as en très nombreux exemplaires dans ta Mmh. photothèque. Tu parles aussi de la maison de ta grand-mère et quand tu écris ces endroits, il y a quelque chose d'hyper sensoriel. Est-ce que c'est ça, en fait? Est-ce que c'est cette empreinte qui fait qu'on se sent chez soi dans un endroit? Oui et en tout cas, là, quand je parlais du V et de la maison de ma grand-mère, c'était aussi donc des maisons où j'ai passé, des grandes parties de mon enfance et puis aussi des parties, oisives, en fait. C'est les moments où je suis pas à l'école, où je suis pas, je sais pas quoi, stressée pour pas être, arriver à la bourre, au CP, enfin bon, que sais-je. Et donc je pense que c'est aussi des moments qui sont déjà des moments plus contemplatifs que, la vie active, scolaire, quoi. Et puis que quand on est enfant, les territoires, ils sont beaucoup plus vastes, enfin tout est un peu magique, tout est un peu, quel que soit l'endroit où on est, hein, que ce soit la cour de l'immeuble ou, la forêt derrière la maison, il y a quelque chose comme ça. C'est d'abord le premier terrain de jeu. On est des éponges aussi à sensations, donc je pense effectivement que c'est ces imprégnations-là qu'on essaie de retrouver peut-être dans les lieux adultes. Et puis aussi, je pense que ces premiers lieux, ils sont marquants parce que, comme c'est les lieux dans lesquels on évolue en premier, qu'on n'a même pas vraiment conscience en fait que d'autres lieux pourraient exister. Je pense qu'il y a aussi un effet de normalité, mais dans le sens de presque de perfection, quoi, qu'en fait que le dehors, ça doit être comme ça. C'est bien normal que ce soit comme ça. Et donc je pense que ça crée aussi une forme de familiarité avec l'environnement, que parfois on peut peut-être reperdre, quand on va, bouger à droite à gauche, et qu'on retrouve pas justement ces marqueurs de l'enfance, quoi. Mmh. Tu parlais de magie dans les lieux de Mmh mh. l'enfance. Tu parles de ces lieux imaginaires, dans ton livre, Mmh. et notamment de dunes. Oui. Qu'est-ce que ces lieux imaginaires, ils nourrissent en toi? Ben, les lieux imaginaires, je trouve que c'est comme les amis imaginaires, on les sous-estime, beaucoup. Peut-être pour faire lien avec la question précédente, mais je me souviens aussi que donc pas loin de la maison du V, il y a une espèce d'arbre un peu noueux avec, bon bref, qu'on a toujours appelé l'éléphant magique, quoi. Parce que quand on était petit, c'était vraiment, on avait l'impression que c'était gigantesque de pouvoir comme ça, chevaucher là, enfin ça faisait comme une espèce de selle et donc on avait vraiment l'impression d'être sur, je sais pas quoi, les grands séquoias. Bon, évidemment, quand on grandit, on se rend compte que bon, bah, c'est vraiment un tout petit bout d'arbre, sans intérêt. Mais n'empêche que, on continue à l'appeler l'éléphant magique, quoi. Donc, je pense que c'est bien de pas, gommer toute la part irrationnelle du rapport qu'on entretient au lieu, parce que d'une part, je pense que ça nous nourrit beaucoup. En fait, on a tous besoin d'avoir, enfin, je trouve que la tragédie de l'âge adulte, si on fait pas attention, c'est de justement de perdre ce sens de l'émerveillement, d'être dans un rapport extrêmement pratique, extrêmement rationnel au monde qui nous entoure. Donc c'est comment on essaie de cultiver malgré tout cette magie. Et puis oui, les lieux imaginaires, donc oui, tu parles de dunes, moi c'est vraiment une planète sur laquelle j'ai vécu, longtemps parce que j'ai lu plusieurs fois. C'est un endroit où je suis beaucoup retournée, quand je savais pas trop où aller. Et il y a vraiment même là quand je t'en parle, enfin j'ai vraiment l'impression d'y être allée autant qu'au V, qu'au Cap d'Agde et cetera. Donc moi je trouve que c'est intéressant aussi quand même notamment à l'âge adulte, on est toujours en train enfin bon voilà, les conversations immobilières au café, bon qui sont insupportables, de savoir s'il faut investir, aller à la mer, à la campagne, bon bref. Mais je trouve que c'est pas mal aussi de se dire qu'on peut, se constituer un patrimoine immobilier, imaginaire quoi. Je pense que ça peut être aussi une ressource, ça peut être une ressource vraiment très, très forte, quoi.
Donc toi, c'est les westerns et la Mmh. science-fiction. Alors moi, je me suis posé la question, parce que comme la question sur les photos de la photothèque, moi, ça, c'est une OK. question que tu nous as posée pendant la Ouais. conférence et que je me suis empressée d'aller regarder. Moi, je me suis rendu compte, je suis pas très SF ni western, mais passée Mmh. dans la poésie. OK. Et c'est Bobin. OK. Ah, Bobin nourrit profondément mon besoin d'émerveillement. OK. Donc, je pense que pour les personnes qui nous écoutent, c'est intéressant d'aller regarder, c'est quoi vos paysages imaginaires? Ouais, ouais et puis ça renseigne aussi, tu vois? Tu vois que moi, c'est vrai que c'est les la SF et le western qui me donnent les plus la banquise aussi un peu, qui donnent les plus grandes émotions de paysage imaginaire. Et donc, voilà, je veux dire que ça renseigne aussi sur moi un appétit pour les espaces un peu vastes, les espaces aussi où il y a pas grand monde, peut-être les espaces un peu hostiles. Bon, je trouve que c'est intéressant aussi de se rendre compte de ça. Enfin, je j'ai pas tellement de souvenirs de lecture, de petites clairières, bien achalandées en pommiers, en cerisiers, enfin voilà, donc c'est pas apparemment c'est pas ça mon désir, quoi. Donc je trouve que c'est aussi intéressant de cartographier aussi un peu les lieux qu'on aime, dans les livres, dans les films, enfin peu importe quoi, mais Un bon petit travail de vacances pour ceux qui mmh s'en sentent l'élan. Alors, je suis allée regarder l'étymologie du mot lieu, c'est l'endroit d'un ouvrage. Alors, est-ce qu'un lieu, c'est forcément un endroit où on fait quelque chose? Et si oui, en quoi l'ouvrage, il est différent quand c'est son lieu? Bah, je dirais que oui, mais quand tu me parles d'ouvrage, moi j'ai plus l'impression que c'est un rapport au dehors, en fait. C'est-à-dire que moi, dans mon rêve de maison à la campagne, c'est pas tellement d'avoir la maison à l'intérieur, c'est de pouvoir être dehors parce que j'ai des choses à y faire. C'est-à-dire de pas être dehors pour le loisir, c'est-à-dire pas être dehors pour prendre l'air, pas être dehors pour prendre le soleil, pas être dehors pour, je ne sais pas quoi, profiter de la plage. C'est-à-dire de pas être dans quelque chose de passif par rapport à son environnement. Moi, c'est vrai que la maison, pour moi, le fantasme, c'est alors que je ne sais absolument pas faire et que sûrement je me couperais une main en faisant ça, mais c'est de scier du bois dehors, par exemple. Donc, ce qui est une image d'Épinal insupportable, mais vraiment l'idée d'être à la fois chez soi et en même temps de pouvoir y faire quelque chose qui n'est pas non plus ni un emploi, qui n'est pas, que tu es pas obligé de faire. Mais voilà, et je trouve que s'occuper d'une maison et donc effectivement, donc évidemment que tu t'en occupes mieux et différemment quand c'est la tienne, je pense. Enfin, déjà parce que tu as le droit d'y faire plus de choses et parce que, tu te sens autorisé aussi à ne serait-ce que, planter un clou dans un mur. Mais je pense que c'est un des plaisirs effectivement de la maison et de l'ouvrage du lieu, quoi. Ça Ouais, l'idée de c'est prendre soin du lieu ouais, de et prendre de soin du soi à lieu. l'intérieur du Ouais, lieu. complètement, Ouais. complètement. Alors avec le lieu, il y a quand même une symbolique du seuil, Mmh. du passage et d'ailleurs tu parles de récit d'initiation dans ton livre. Est-ce qu'on se révèle avec les lieux qu'on traverse? Je pense que alors je sais pas si on se révèle, mais en tout cas, je pense que les lieux nous révèlent des choses. Si on est capable de les entendre. C'est-à-dire que, je pense qu'on part tous un peu avec l'idée de peut-être trouver un lieu dans lequel on pourrait être pleinement soi-même. Donc c'est ça aussi les atermoiements. Est-ce qu'on serait plus mer, campagne? Est-ce qu'on serait plus, ville, village? Enfin bon, toutes ces questions, voilà, qui sont très différentes, pour chacun. Je pense qu'en fait, on peut peut-être le voir un peu différemment, c'est-à-dire comment un lieu peut nous renvoyer des choses qu'on n'avait pas imaginées de nous. Quand je te parlais tout à l'heure de, voilà, de tous les gens du quartier qui m'appellent, ma chérie ou voilà, ou quand, dès que je passe, la porte, on a l'impression que vraiment ils sont trop contents que je leur rende visite et cetera. Moi, ça m'a montré que finalement, cette espèce d'affection, du quotidien, alors que je pensais que c'était quelque chose qui me saoulait, en fait, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je me rends compte que je suis plus affectueuse que prévu. Et en même temps, quand je pars de Paris, où je trouve que Paris, tout est trop étriqué, voilà, j'ai vraiment l'impression d'être corsetée dans la ville, j'ai l'impression d'avoir besoin comme ça d'exploser les carcans et cetera. Et en fait, quand j'arrive à Marseille, je trouve que c'est quand même un peu intense, quoi. Et que, justement, moi, j'ai l'impression, moi, c'est une ville qui me fait me sentir, plutôt, plus coincée que ce que je m'imaginais à Paris. Donc voilà, c'est ni bien ni mal, mais je trouve qu'en tout cas, c'est des façons aussi de se confronter à des situations si on est capable de s'observer en train de: «Ah ouais, d'accord. Ah ouais, donc là, par rapport à Mmh. ça, je réagis comme ça. Marrant». Et ça, je trouve que c'est intéressant, quoi. Ouais, c'est un peu se décoller des représentations qu'on a de soi. Exactement. Et puis, là, par rapport à ce que tu décris de quitter Paris pour Marseille, il y a aussi, sortir un peu de ce que tu disais quand on préparait l'interview, de nos mythologies locales, hein, alors peut-être que toi, ça te l'a fait quand tu as quitté Saint-Étienne pour aller Mmh. faire tes études dans le nord de la France, mais c'est aussi se dire: «Au dehors, il existe autre chose et qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui m'appartient pas? Et qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je laisse, qu'est-ce que je transforme?»
Exactement, parce qu'on a tendance quand même à beaucoup s'adapter à l'environnement dans lequel on est. Même si on a l'impression d'être complètement unique, de pas être bouffé par, ni la ville, ni le village et cetera. En fait, il y a quand même un contrôle social de toute façon qui est fait par, les gens qui nous entourent. On a envie d'être, bien accepté, on a envie d'être, je sais pas, enfin moi c'est important pour moi d'être aimée dans mon quartier, d'avoir, comme ça des choses comme ça. Mais, c'est vrai que je pense que si on part pas de chez soi, on se rend peut-être moins compte aussi qu'il y a des choses qui ne nous appartiennent pas complètement. Moi, en partant de Saint-Étienne, je comprends que vivre à Saint-Étienne, qu'avoir grandi à Saint-Étienne, c'est pas comme avoir grandi ailleurs. Qu'il y a des choses, qui moi me paraissent complètement, standards, qui ne sont pas le standard, d'autres villes quoi, par exemple. Tu penses à quoi en particulier? Bah, je pense par exemple par exemple, Saint-Étienne, ancienne ville coco, donc il y a quand même un tissu culturel qui est délirant, quoi. Enfin, vraiment, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc moi, j'ai toujours, grandi avec, en allant au théâtre, enfin, ça coûtait rien, c'était des pièces super. Enfin, il y avait vraiment une grosse action culturelle, par exemple. Donc moi, je pensais que c'était bien la norme pour les villes moyennes, par exemple. En partant, bah, on se rend bien compte que, par exemple, il y a des politiques locales, qui font aussi qu'on n'a pas on n'a pas accès aux mêmes choses, par exemple, tout simplement. Je trouvais ça bien normal de pouvoir aller, sécher par exemple le lycée pour aller, bah, fumer des joints sur le capot d'une bagnole en pleine campagne, d'avoir quand même aussi accès à ces espaces-là, beaucoup plus sauvages, beaucoup plus naturels, enfin voilà, en rien quoi, en 6 minutes de bagnole, et c'est marrant parce que j'avais un ancien collègue là comme ça qui me disait enfin quand je racontais un peu donc la vie à Saint-Étienne et il me disait mais donc lui était né à Paris. Il me disait: «Mais moi j'aurais jamais pu, il y avait pas les skateboards, il y avait pas les rampes, il y avait pas le hip-hop, il y avait pas tout ça et cetera» et en fait, je me suis quand même dit que être dans des villes aussi, il se passe, peut-être un peu moins de choses, comme ça, enfin moins de choses, nationales ou voilà, qu'on est un peu à l'écart et cetera. Mais, c'est aussi comment je pense que ça m'a aidé aussi à développer un truc peut-être plus contemplatif, d'être moins dans la consommation culturelle, enfin bon voilà et donc en fait, quand il me racontait son enfance qui, je pense, me faisait rêver quand moi-même j'étais adolescente. J'étais là: «Non, mais moi, en fait, je suis bien contente d'avoir grandi là-bas, quoi». Parce que ça m'a appris aussi beaucoup de choses, quoi. Ouais, je pense que ça peut aussi faire l'effet de je pense aux transclasses ou les gens qui ont grandi en province et qui arrivent dans la grande ville et qui reviennent en province, soit pour y vivre, soit pour les vacances. Mmh mh. Aussi d'être confronté à une représentation de soi, nouvelle, ancienne, peu importe quelle est la juste, mais de se laisser traverser par l'autre, la représentation de l'autre et de se laisser un peu ébranler sur ce qui nous pensait être nos fondations solides maintenant qu'on est parti. Ouais, complètement. Non, non, là-dessus, je suis complètement d'accord. Du coup, c'est les lieux qui façonnent notre identité ou c'est l'inverse? Moi, je dirais que c'est plus les lieux enfin, c'est-à-dire que les lieux, on veut bien rester, ça nous façonne et ça nous révèle, quoi. Les lieux dont on part, voilà, ça révèle quelque chose, mais ça nous façonne peut-être pas. Et est-ce qu'on façonne les lieux? Moi, je pense qu'il faut être un peu humble par rapport à cette question. Je pense que déjà, si on les occupe, sans trop abîmer, Mmh. sans être dans des réflexes de petit seigneur de son tout petit domaine, je trouve que c'est déjà pas mal, quoi. Mais, façonner ses lieux, moi, je crois que les lieux, c'est plus fort que les humains quand même, mais, Et on l'a vécu il y a quelques jours à Marseille avec les incendies. ouais. Ça rappelle simplement que la nature est bien plus forte que nous, qu'on est tout Ouais, ouais, bah, petit. voilà, enfin, Mmh. un incendie pareil, on a bien même si on a changé la déco pour faire, un appartement qui nous ressemble, bon, voilà, je trouve qu'effectivement ça faut rester un peu humble sur cette question-là. Alors tu parles des lieux qu'on quitte. Oui. Qu'est-ce que ces bifurcations, que ce soit des bifurcations de lieux, de jobs, de relations, qu'est-ce qu'elles disent de nous? Moi, je pense que c'est des grands élans de vie, en fait, de vouloir, voir ailleurs si on y est, quoi. De changer, je pense pas que ce soit forcément enfin, j'aime pas trop, là, tous les récits aussi sur, ah là, enfin, ces mots qui me dégoûtent, là, se challenger, sortir de sa zone de confort, enfin, tous ces trucs-là. Mais C'est le développement personnel pour les nuls. On se voilà, rejoint là-dessus. mais je trouve que c'est quand même, c'est aussi une façon, je trouve, de continuer à faire des expériences. En fait, je trouve qu'on fait quand même énormément d'expériences entre, 0 et 30 ans, quoi, en gros. Et puis à 30 ans, il y a quelque chose comme ça qui commence à se calcifier un petit peu, on s'embourgeoise, on a envie de bien réussir au travail, on fonde une famille, on reste là où on est, on s'agrandit. Mais bon, il y a quand même un truc
d'accumulation ou d'augmentation, plus que voilà, de nouvelles expériences. Et je pense que oui, une sorte de sursaut comme ça assez sain quoi, de se dire, «Et si j'allais là-bas, Mmh. qu'est-ce qui se passerait?» Et si on le fait sans avoir, des envies de réussite en fait quoi, mais ou de se dire que c'est la bonne solution, que c'est ça qu'il faut faire, mais vraiment ouais, comme quand on est enfant et qu'on part en colo, on sait pas trop ce qui va se passer, on sait pas trop qui on va rencontrer, on a un peu peur d'y aller, puis bon, bah, quand il faut partir, on est dégoûté parce que c'était super, quoi. Et on n'a pas obligé de rester à la colo toute sa vie, mais voilà, il y a un truc moi je pense que c'est toujours un élan, à écouter, quoi. C'est intéressant cette histoire d'élan de vie. Moi, ça me parle beaucoup. Ça parle aussi beaucoup de la manière dont les gens, perçoivent autour de nous ces élans de vie, le fait de suivre un élan de vie. Je sais pas si tu l'as déjà vécu, mais ces commentaires de, «Non, c'est hyper courageux ce que tu Mmh. fais» ou «Mais pour toi, c'est facile». Partir, c'est aussi recevoir, les projections des autres. Ouais, complètement. Et puis moi, j'ai tout entendu. Alors c'est vrai que ça demande du courage. Mais rester là où on n'a pas envie d'être, ça demande énormément de courage aussi. Ça demande beaucoup de ressources, et moi, c'est des ressources que je n'ai pas. Donc je suis consciente qu'il y a une forme de courage de partir, mais moi, rester quand j'ai pas envie de rester, c'est au-dessus de mes forces. Vraiment, je trouve ça trop dur. Et quand tu dis, voilà, qu'il y a des réflexions, en fait, je trouve ce qui est dommage, c'est qu'on va comprendre, par exemple, quelqu'un qui va partir parce il est en élan de survie. On va comprendre, par exemple, quelqu'un qui va quitter son travail ou qui va quitter une maison où vraiment il est trop, trop malheureux. Ça, on va dire d'accord. Mais si c'est juste comme ça, un peu pour voir, juste pour le plaisir, là, on a l'impression, et moi, c'est une impression que j'ai eue aussi, mais qu'on prend un risque, mais dans le sens, qu'on va se porter l'œil, quoi. Enfin, je sais pas, qu'on joue avec la chance ou qu'on fait une espèce de pari un peu bizarre, et Alors qu'on qu'on va pourrait se contenter de ce qu'on a. voilà, alors qu'on pourrait se contenter, voilà, qu'il y a une espèce d'hubris, en fait, quoi, qu'il y a une espèce comme ça de péché d'orgueil et qu'on va le payer à un moment, quoi. Mmh. Et moi, c'était la peur que j'avais beaucoup, hein, quand, je suis partie de Paris, juste pour mon bon plaisir, j'avais rien à faire à Marseille, vraiment, c'était juste parce que j'avais envie d'être là. Et je pense que j'ai eu cette peur-là, vraiment. Comme quand on va quitter un boulot où, en fait, on n'est pas si maltraité, où ça se passe pas si mal, pour quelque chose d'inconnu, ou quand on quitte quelqu'un aussi, enfin voilà, en fait, c'est vrai qu'il était pas méchant, ça se passait plutôt pas mal, mais c'est pas ça. Donc ça, c'est vrai que je pense que ça renvoie aussi peut-être les gens à leur propre, j'aime pas dire résignation parce qu'on fait tous comme on peut quoi, mais je pense que ça vient quand même titiller quelque chose il y a une sorte d'acte de foi quoi qui les perturbe un peu quoi. Mmh. Une autorisation qui se serait pas Ouais, donnée. exactement, Ouais. exactement. C'est quoi le point commun entre les lieux et les liens, qui nous font nous sentir comme à la maison? Alors, avant de répondre à ça, je trouve ce qui est marrant, c'est qu'à la sortie du livre, il y a pas mal de lecteurs et lectrices là dans les librairies qui m'ont dit: «Mais c'est marrant, vous parlez des relations lieux comme des relations amoureuses». Et je m'étais pas rendu compte, et en même temps, Mais c'est vrai! quand ils m'ont dit ça, je me suis dit: «Mais bien sûr!» Même là, ce que je viens de te raconter là, tu vois, en fait, de comment on quitte, la force de rester, même si c'est pas bon, donc je me suis rendu compte, de ça. Et pour répondre vraiment à ta question, en vrai, je pense que c'est vrai que c'est à peu près le même type de relation. C'est-à-dire, à quel point on veut s'investir, à quel point on donne et on accepte de recevoir, à quel point on veut croire que c'est le dernier et qu'en même temps, faut pas non plus s'accrocher si c'est pas le cas. Voilà, et qu'on a besoin en fait de croire que la prochaine maison, que le prochain lieu, ça va être le bon, ça va être le lieu charmant quoi. Ça je trouve que c'est bien, c'est aussi ce qui fait bouger et c'est ce qui, bah, justement peut-être permet de donner aussi ce petit plus de courage dont on a besoin pour faire le pas. Et après je pense qu'il y a quand même une idée de comment on nourrit aussi ce qu'on a quoi, quand même. On peut toujours avoir l'idée qu'on peut repartir et cetera, quand on parlait tout à l'heure de l'ouvrage, je pense que l'idée aussi on est nombreuses et nombreux à se faire de bichonner sa maison, par exemple, de faire ça bien, de s'y sentir bien, c'est une forme d'échange, en fait, c'est pas que pour soi, quoi. Je pense on a un peu aussi envie de rendre aux maisons ou aux appartements, enfin, peu importe, aux lieux, ce qu'ils nous ont donné, et ça, je trouve que c'est une relation un peu bizarre, mais que je trouve intéressante. Et puis après, il y a quand même aussi cette histoire de je sais pas, j'imagine quand même qu'une maison, aussi magnifique soit-elle, mais si tu es entouré de voisins que tu peux pas saquer, que tu vis avec des gens que tu peux pas supporter, bon, c'est quand même difficile d'en faire un foyer, quoi. Donc,
il y a la maison et puis il y a le foyer, quoi. C'est aussi comment, voilà, les gens qui t'entourent, avec qui tu partages l'espace. Comment ça peut être un espace commun et en même temps où tout n'est pas peut-être forcément partagé. Voilà, tout ça, c'est des questions Mmh. aussi à se poser, quoi. Ouais, je crois que ça fait toute la différence entre le lieu où on se sent chez soi et le lieu où on Où on habite. habite, ouais, tout à fait. Soudain, quand même, cette comparaison entre les lieux et l'amour est absolument flagrante. Je reprends juste tes mots. À la fois, il y a l'idée d'illusion. Oui. Au démarrage, il y a forcément un peu Mmh. d'illusion et de contentement pour que ça dure. Elle est Hein. géniale cette maison. C'est la plus belle maison que j'ai jamais vue de ma Ouais, et dans vie. le contentement, il y a l'idée de prendre soin, de Ouais, ouais. comment ça peut encore vivre. Et puis, il y a l'idée de donner et de recevoir. Mmh. Mais aussi, tu vois, là, si on continue là-dessus, c'est par contre, que ce soit pour les relations ou pour, les maisons ou les lieux, je pense que c'est jamais une bonne idée de se dire: «Ça fera bien l'affaire», par contre, quoi. Voilà, ça, je pense que c'est pas forcément un bon départ, pour la relation, voilà, qu'elle soit amoureuse ou au lieu, quelle qu'elle soit, quoi. On en a dit contentement, on n'a pas dit tiédasse. Tout à Hein, fait. ouais. Tu dis que le mouvement, c'est ton mode de fonctionnement. Est-ce que tu penses que certains tempéraments, ils ont besoin du dehors pour se retrouver au dedans? Ben, c'est déjà très joli comme question. Oui, en fait, je pense qu'on a quand même, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure sur, en tout cas, si on a envie de connaître le dedans, je pense qu'on a besoin d'expérience, on a besoin de s'éprouver aussi peut-être dans des, situations qui sont un peu moins familières, se retrouver un peu seul aussi dans des endroits qu'on connaît pas. Enfin, c'est pas de se mettre en danger, faut pas exagérer, mais de voilà, de prendre des tout petits risques quand même, quoi, pour voir comment on réagit, de quoi on a besoin, donc oui, moi je pense que le dehors, il sert à connaître le dedans, ça c'est sûr et moi je pense que j'ai besoin de ça. J'ai besoin enfin, je pense que c'est aussi comme ça que je comprends des choses sur, on a voilà, le rapport à la nature ou de ce dont on parlait tout à l'heure, mais de voilà, moi, qu'est-ce que je fais de mon amour immodéré des endroits désolés, par exemple? Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, ça m'a vraiment beaucoup travaillé, quoi, il y a, dans un des lieux imaginaires, là, par exemple, alors là, c'est mon lieu de psy, quoi, enfin, voilà, espèce de safe place là, et en fait, c'est une petite cabane sur la banquise, quoi, dont je d'où je peux voir arriver les gens, mais à aucun moment j'ai pensé mettre quelqu'un dans la maison, par exemple. Donc là, je me dis: «Bon, bah, ça veut dire quelque chose quand même». Ça veut pas dire que c'est la bonne solution ou la mauvaise, mais je trouve que c'est quand même une façon de se voilà, de s'observer avec un exercice un peu plus empirique, en fait, quoi, Ouais. qui est intéressant. Et le mouvement, oui, le mouvement, quand même, il faut alors le mouvement, ça veut pas dire s'agiter dans tous les sens, partir dès que je sais pas, ne pas tenir en place, pas du tout, quoi, mais c'est de partir peut-être pour avoir aussi des moments de contemplation, pour avoir des moments de rien, pour avoir des moments de vide. Ça oui, ça moi je crois beaucoup à ça quoi, beaucoup. Alors du coup, je vais te lire sur le sujet. Quand je cherche le lieu parfait, quand je suis persuadée qu'un lieu fait pour moi m'attend quelque part, je crois au fond que je ne suis pas faite pour me contenter de là où je suis. Qu'il y a un destin plus grand qui m'est réservé, une récompense à mes efforts existentiels, que je ferai en quelque sorte partie des élus à la vie alignée, juste, comprise. Je projette, j'élabore des plans et des stratégies, je repousse l'exécution pour ne pas briser l'illusion, l'attente d'une vie enfin parfaite, à la hauteur de mon orgueil. Le même orgueil qui nous fait vouloir nous extraire à tout prix du tourisme de masse ou romantiser le hors-piste, comme s'il fallait toujours trouver un autre chemin que celui emprunté par les autres pour se sentir suffisamment exceptionnel. Du coup, Marie, qu'est-ce qui fait qu'on cherche ailleurs si on y est? Bah oui, je crois que c'est ça, on est quand même tous plus ou moins, habités de façon plus ou moins, orgueilleuse, par l'idée qu'il y a une vie qui nous attend quelque part quoi et que c'est pas forcément un destin, mais qu'on est fait quand même pour, accomplir quelque chose. Ou en tout cas trouver une forme d'illustration, en tout cas, au parcours qu'on fait. Moi, j'ai l'impression que finalement, toutes ces histoires de lieux, de chercher, d'éplucher les petites annonces, de rêver devant les photos, de voilà, de faire des plans sur la comète et cetera. C'est bon, bien sûr une question de chercher un lieu, tangible, mais je pense que c'est aussi une façon pour nous de traduire le petit vertige existentiel qui est de: «Où suis-je? Où vais-je? Pourquoi suis-je là? Où suis-je censé aller?» Et en fait, ces questions-là qui sont évidemment, enfin auxquelles il est impossible de répondre, je pense que voilà, la recherche du lieu, c'est une façon de pouvoir s'emparer de ces questions, sans sombrer dans une espèce de folie,
voilà, enfin le gouffre que ça représente en fait Absolument. ce type de questions. Et le lieu, voilà, ça nous permet de donc voilà, aller ailleurs, aller voir ailleurs si on y est. C'est d'une part tester ça de façon un peu plus, pratique, un peu plus joyeuse, un peu plus faisable, aussi tout simplement. Je pense que c'est aussi quand même tester l'idée de encore une fois, cette idée d'élan de vie quoi, de putain, être vivant, c'est quand même cinglé quoi. Enfin je veux dire, c'est fou quoi. Ça va arriver une fois, ça va pas durer tout le temps, bon voilà, je pense que c'est aussi un élan assez sain quoi de d'essayer d'aller voir, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a après le virage quoi, et puis derrière la maison, c'est comment? Enfin, des trucs un peu d'exploration, de et puis aussi je pense que je pense qu'on a quand même tous un peu envie de faire des épopées un peu solitaires. Quand on se dit: «Aller voir ailleurs», on se dit pas: «On va aller voir ailleurs si j'y Alors on le suis». dit jamais. On dit: Je vais aller voir ailleurs si j'y suis». Et je pense qu'il y a quand même aussi l'idée de peut-être qu'on a peut-être l'impression de reprendre un peu son destin en main, de reprendre une forme de liberté, de s'arroger comme ça le droit aussi à ne pas dépendre, donc voilà, je pense qu'il y a aussi des reprises comme ça de d'intégrité quoi, Ouais. beaucoup. C'est toute la thématique du voyage du héros, hein, Oui. c'est un appel, donc un élan de vie, Mmh. un besoin de sens à son existence et donc les épreuves et à un moment donné le retour. Oui, Et le après la retour après transformation la bien sûr du transformation héros, et ce ouais. retour, c'est là où ça fait le pendant de la quête existentielle individualiste pour soi et uniquement pour soi et nombriliste. Quand le héros revient au village, il vient faire profiter à sa communauté de ce qu'il a trouvé. Ouais, ouais, Et bien sûr. c'est ça qui rend la quête belle et pas orgueilleuse, en tout cas je crois. Je pense que ça répond à nos grands besoins de sens dans cette vie qui pourrait ne pas en avoir. Et suivre son élan, moi je crois fondamentalement qu'on est venu, faire quelque chose ici et que c'est justement par les expériences qu'on sent et en suivant ces élans qu'on sent si c'est à cet endroit-là. Et si ça vibre et si ça porte des choses et si ça circule. Enfin, de toute façon, moi, de plus en enfin, plus je vieillis et plus je suis persuadée qu'en fait, notre seule marge de manœuvre, en fait, en tant qu'humain, quoi, en tant que personne, vivante, là, sur la terre, c'est pas de réussir, de faire tous ces trucs-là. Enfin, bon. La seule marge de manœuvre qu'on a, c'est de faire l'expérience de la vie humaine. Qu'est-ce que ça veut dire que d'être vivant? Qu'est-ce que ça veut dire que de ressentir des choses? D'être content, d'avoir peur, de se rendre compte que, ah, la vie, ça peut être ci, ça peut être ça, et cetera. Moi, je trouve que c'est la seule marge de manœuvre qu'on a et ça, il faut le cultiver, quoi. Enfin, je suis pas sûre qu'on ait quelque chose à faire de précis, mais en tout cas, la seule chose qu'on puisse faire, c'est ça, quoi. Alors les femmes, elles ont un rapport particulier au lieu, au foyer, au départ, au retour. Et c'est super bien expliqué dans La Révolution du féminin de Camille Froidou-Métry. Parce qu'il y a des siècles de cantonnement à la sphère domestique, la sphère privée. En tant que femme, qu'est-ce que ça change dans la manière dont on se construit, dont on se met en mouvement? Alors, la question de la place, évidemment, bon, là, j'enfonce des portes ouvertes, mais évidemment que, bon, le lieu à soi, un lieu qui soit pas, complètement partagé, enfin, ça, je pense que c'est enfin, les femmes, on était tellement privées de cet espace-là, voilà, réduit au domestique. Enfin bon, là, je refais pas toute l'histoire, mais enfin, on voit de quoi on parle. À la fois, je pense qu'on a un rapport enfin, on cherche une forme de sécurité dans le lieu. Par exemple, moi, c'est ce que je raconte aussi par rapport mon rapport à la propriété où intellectuellement, je suis quand même plutôt contre. Mais en tant que femme, célibataire, 50 ans, intello précaire, il y a quand même une espèce d'appétence, quoi, pour une maison dont je pourrais pas être délogée, par exemple, ou comment je peux garder aussi mon autonomie le plus tard possible. Donc il y a quand même ça. En même temps, c'est aussi la peur, je pense, beaucoup d'être enfermée, de devoir rester quelque part. Enfin bon, je pense que c'est la peur de beaucoup de couples, enfin voilà, du moment où on investit aussi à 2, des choses comme ça. C'est comment on arrive à construire un lieu qui ne soit pas un fil à la patte, quoi. Donc comment on arrive à trouver quelque chose entre la sécurité et une forme ouais, de liberté qui est toujours possible. Donc voilà, moi je trouve que ça passe par, avoir, même si c'est tout petit, un endroit à soi, quoi. Enfin, plus qu'un grand chez les autres. Mais voilà, ça c'est personnel. Mais je raconte dans le virage, là, justement, à côté de la maison du V, là où il y avait ce couple-là de paysans que j'aime vraiment beaucoup, là, avec qui, enfin voilà, chez qui j'allais beaucoup quand j'étais enfant, et cetera. Et donc je discutais avec elle, qui a 80 ans maintenant, quelque chose comme ça. Et on parlait un peu de ce rapport au lieu et elle disait: mais moi, de toute façon, si j'avoue parce que voilà, je disais: «Mais ça marche bien votre couple», enfin, je sais pas, ils sont là depuis 60 ans et elle me dit: «Mais de toute façon, si j'avais voulu partir, je serais allée où?» Et on n'avait même pas de voiture.
Mmh. Et ça vraiment, je me dis que, waouh, enfin, il y a quand même je sais pas, ça m'a beaucoup, beaucoup marqué quoi. Quand elle m'a dit ça, le truc de se dire: «Mais ah ouais, je serais allée où?» Et en même temps, autour de moi, je vois bien qu'on est quand même aussi, alors là je dégenre, d'ailleurs la réponse, mais mes amis qui sont en couple, qui peut-être aimeraient partir et cetera, il y a toujours aussi ce truc de: «Mais j'irai où?» Comme si, là, l'appartement où ils étaient, c'était la seule option, quoi. Comme si on pouvait pas aller squatter quelque part quelques jours, comme si on pouvait pas, enfin voilà, il y a vraiment quand même cette peur panique de pas savoir où aller. Et pour revenir un peu à la question de précédente, mais je trouve effectivement de pouvoir faire l'expérience qu'on peut, en fait, partir. C'est pas toujours marrant, que c'est pas toujours facile, qu'il y a plein de enfin moi j'ai des moments de découragement, post-emménagement, enfin vraiment où j'ai pleuré pendant des jours en me disant: «Mais qu'est-ce que j'ai foutu?» Bon d'accord, mais n'empêche que c'est possible. C'est toujours possible en vrai enfin non, j'exagère, mais il y a des situations d'emprise évidemment et cetera. Mais quand même, je pense on a une liberté beaucoup plus grande que ce qu'on veut bien s'accorder, quoi. Et ça marche pour le couple, pour le travail, pour Ouais, toute situation où on vivrait de mais c'est vrai que l'enfermement. ça coûte. Mais c'est possible, mais ça coûte. Voilà, il faut accepter mais encore une fois, rester ça coûte aussi, quoi. Donc faut bien peser les prix là. Et qu'est-ce que tu dirais à une femme qui voudrait changer de place dans son job, dans sa ville, dans son couple, dans tout ce qu'elle a peut-être besoin de changer, mais qui n'y arriverait pas? Moi, je lui dirais d'oublier toutes les questions rationnelles. C'est-à-dire, est-ce que, c'est la bonne chose à faire? Toutes les questions morales, toutes les questions, pratiques et de se poser la question de: «C'est où que tu te sens vivante?» Voilà, c'est ça qu'il faut chercher toujours. C'est où que tu te sens vivante? Parce qu'en fait, parfois, chercher sa place aussi, on imagine une place qui serait quelque chose de confortable, quelque chose de sûr. Quelque chose, qui serait calme. Et donc bien sûr qu'on a tous cette appétence-là, notamment en prenant un peu d'âge, mais il faut pas oublier ça, quoi. C'est quoi enfin, qu'en fait, la place, pour faire la boucle avec ta première question, mais la place, c'est là où on se sent vivant. Moi, quand je descends de mon bateau là et qu'il y a ce gamin là qui joue de la derbuka comme un dieu, bah, là, moi, je me sens vivante, voilà. Et je pense que c'est ça qu'il faut regarder, quoi. Ouais. Prendre sa place, c'est finalement vivre une vie sans cocher les cases auxquelles on se prédestine depuis l'enfance. Ce sont tes mots dans Vieille fille, une proposition. Bah, tu vois, j'avais oublié que j'avais écrit ça. Mmh. Ouais, une vie sans cocher les cases qu'on a choisies pour nous ou qu'on s'est choisies tout seul. Ouais, oui, parce qu'en fait, il y a les autres, mais nous, on s'en impose quand même pas mal aussi, hein, des cases et puis on a envie de bien faire. Je pense qu'on a aussi très peur de décevoir aussi, enfin d'inquiéter aussi, quoi, les gens qui sont autour de nous. Moi, je vois bien que ma vie, c'est pas tout à fait ce qui rassure complètement mes parents, par exemple, que bon, quand je pars, oui, moi-même, je suis pas vraiment rassurée pour être honnête, mais bon, encore une fois, est-ce qu'on veut son petit clapier, bien au chaud, et parfois, encore une fois, en fait, l'idée aussi, ce que j'essaie de raconter dans le virage, mais c'est qu'on n'est pas, on n'est pas obligé de choisir, en fait, entre les 2. On n'a pas enfin, la quête, c'est pas d'arriver à trancher entre la liberté et le confort, quoi. C'est de savoir comment on peut être un peu plus flexible, peut-être un peu plus souple, pour s'accorder parfois des moments de confort et parfois des moments de liberté. Des grandes plages, hein, il faut pas que ce soit, juste 2 heures. Mais, et voilà, d'alterner en fait, quoi. Parce que moi, je vois bien que, par exemple, les grands moments de calme ou de retrait et cetera, c'est des choses qui me rechargent beaucoup et que j'ai besoin de recharger comme ça pour pouvoir aller après dans des choses peut-être plus exigeantes ou qui me demandent plus d'énergie, qui me demandent d'être, voilà, plus dans l'action, enfin, je ne sais quoi. Mais voilà, donc ça veut dire que l'isolement, il est fait aussi pour nourrir, les périodes qui ne le sont pas, quoi. Donc, le calme, il est fait pour nourrir la tempête et inversement, quoi. Donc c'est comment aussi on arrive à naviguer entre ces 2 états, entre ces 2 pulsions et comment on essaie de faire en sorte que les 2 puissent avoir, de la place, là, pour le coup, quoi. On arrive sur la fin de l'interview. Donc ces jours-ci, tu quittes Marseille pour la Haute-Loire, où tu t'installes cet été. Comment tu vis cet entre-deux? Alors, j'ai un peu triché, je dois dire, parce qu'autant quand je suis partie de Paris pour Marseille, là, j'ai eu vraiment un geste extrêmement radical, j'ai tout laissé derrière, j'ai tout pris en partant, j'ai bien fermé la porte et cetera. Là, je triche un peu, je vais tester un petit peu la Haute-Loire, je garde mon appartement ici. Voilà, ça reprend un peu ce que je te disais dans la question précédente, quoi. C'est, aussi comment on peut arriver à tester des choses sans se faire trop violence.
On n'est pas obligé, encore une fois, de se prouver des choses quand on part. C'est ça que j'ai compris là avec cet entre-deux, où j'ai beaucoup hésité. En fait, je me suis rendu compte que du moment où le départ, devenait, un peu plus, réel, alors déjà Marseille m'a rattrapée par le col, très rapidement. Il s'est passé des choses super, j'ai commencé à avoir une espèce de nostalgie par anticipation, de voir aussi tout ce que j'allais, laisser derrière moi. Je me suis rendu compte que ça me fait vraiment de la peine et il y a eu vraiment ce moment où je voulais pas écouter ça, en fait, où je me disais: «Attends, j'ai pris une décision, je vais aller au bout de ma décision», parce que ça fait 2 ans, en fait, que je prépare ce projet de partir en Haute-Loire et à un moment, je me suis dit: «Mais enfin, ça va pas la tête, quoi, qui t'oblige? Qui te regarde? Qui te demande de faire quoi que ce soit, quoi?» Et en fait, il y avait comme ça une espèce de loyauté, même par rapport au virage, en fait, où j'annonce comme ça quand même une espèce d'envie de retour. Alors je me dis: «Mais alors qu'est-ce que je fais si j'ai peut-être un peu moins envie de revenir, ou peut-être que j'ai envie de revenir un peu plus tard?» Enfin, je me suis engagée, quoi, et donc il y a eu vraiment comme ça un moment un peu de panique et puis là, je me dis: «Bon, ben, non, non, voilà, on va rester un peu souple, je vais aller voir là-bas si j'y suis et puis on verra bien, quoi. On verra bien ce que ça donne et si c'est pas ça, je reviendrai et peut-être que ce sera les 2, peut-être que» enfin bon, voilà. Donc Mmh. encore une fois, comment on essaye de pas trop se, ouais, de se laisser gambader tranquille, quoi, en fait. Voilà. Ouais, voilà, il faut gambader, quoi, quand on va quelque part. Il faut y aller le pas léger, quoi. Je t'ai proposé de venir avec un texte Mmh. sur le thème de la place qui t'avait, marqué, touché. Je te propose de le lire? Alors c'est un petit extrait donc d'un livre que j'adore, dont je parle dans le virage, que j'offre à tous, enfin, je pense que c'est un des livres que j'ai le plus offert. Si les gens le lisent et ne l'aiment pas, je suis obligée de briser la relation, quoi, parce que vraiment je comprends pas qu'on puisse pas être, subjugué par ce livre. Donc il s'appelle Le mur invisible de Marlène Haushofer et c'est le récit en fait donc la narratrice qui va rendre visite, à des amis qui ont un petit pavillon de chasse là dans les Alpes suisses là et puis elle est fatiguée par le voyage donc elle refuse d'aller, dîner le soir au village et cetera. Elle va se coucher et quand elle se réveille le matin, il y a plus personne, il y a juste le chien qui est là, le garde-chasse n'est pas là, les voisins ne sont pas là. Donc elle descend pour, aller à leur rencontre, voilà et elle se heurte à un mur invisible. Donc il y a une espèce de grand mur comme ça une sorte de dôme de verre quoi qui l'a complètement isolée, elle toute seule, qui n'est pas de la campagne, voilà, dans ces montagnes, suisses. Et en fait, le livre, c'est une espèce de journal de bord, en fait, de l'apprentissage de cette vie-là, de cette vie solitaire, de cette vie, d'ouvrage, hein, tu vois? Pour reprendre, la question de tout à l'heure. Et en fait, ce que je trouve donc bon, déjà, c'est extraordinaire, et ce qui est génial, c'est que elle décrit comme ça des juste une liste de tâches, le temps qu'il fait, le travail qui reste à faire, peut-être une ou 2 pensées qui la traversent et en fait, alors qu'il se passe, entre guillemets, «pas grand-chose», il y a des pages qui sont d'une lucidité telle sur justement qu'est-ce que c'est qu'être vivant, c'est quoi l'expérience humaine et cetera, que j'ai dû refermer le livre comme si je lisais Shining quoi, tu vois? Donc c'est vraiment j'encourage, vraiment tout le monde à lire ça. Et donc là justement, c'est une de ces descriptions de tâches. Là, elle est déjà bien avancée, elle a commencé un peu à prendre le rythme. Quelques jours pluvieux suivirent. Bella et Taureau se couvraient sur le pré de fines gouttelettes grises. Ils paissaient et se reposaient l'un près de l'autre. Lynx et Tigre dormaient toute la journée et moi, je sciais du bois dans les tables. Il me fallait du feu dans la cabane. Je renonce plus facilement à manger qu'à avoir chaud et le bois mort ne manquait pas. Le vent d'hiver avait cassé des branches et déraciné des arbrisseaux. J'avais trouvé une scie sur place, elle coupait très mal, mais le bois mort est facile à scier et ne me donnait pas trop de mal. Je transportais le bois dans la cabane et l'empilais dans la petite pièce. Je regrettais de ne pouvoir faire de litière à Bella et à Taureau, mais à cette hauteur, les arbres feuillus ne poussent plus. Les tables étaient propres et sèches, et il n'aurait pas trop froid. J'avais dû remonter la baratte, avec plus de mal encore que pour la descendre dans la vallée. Mais je ne pouvais pas m'en passer. Bella avait tant de lait que je décidai de faire pendant cet été une provision de beurre fondu. Sur l'alpage, son lait était devenu particulièrement savoureux. Tigre paraissait aussi de cet avis et commençait à prendre un petit ventre rond. Et en fait, quand elle dit j'avais dû remonter la baratte, Mmh. je sais pas quoi dire, moi ça me fend le cœur en 2 quoi. Voilà et donc en fait tout ce livre est voilà une espèce d'exploration de ce territoire qu'elle ne connaît pas, qu'elle va apprivoiser. Aussi en acceptant qu'il y a des lieux qui sont pas faits pour elle.
Elle va se trouver des cabanes, par exemple, qui l'inspirent pas des masses, des lieux où elle a plus envie d'aller parce qu'elle a peur. Et elle va comme ça créer son petit territoire à elle, voilà, fait de tâches, de vie dehors, de soins de la maison parce que là, la survie en dépend évidemment, de soins des animaux parce que la survie en dépend, de joies très simples, de peurs très primaires. C'est extraordinaire. Merci Marie. Je Merci. t'écoutais les yeux fermés. Merci beaucoup. Merci d'être venue au micro d'une place à soi. C'était un grand plaisir. Merci de m'avoir accueillie chez toi, à Avec grand Marseille. plaisir aussi. Je rappelle le titre de ton dernier livre, Après le virage, c'est chez moi, aux éditions La Découverte. Et tous les livres et les citations qu'on a partagés dans cet épisode seront en description. À très vite. Merci Marie. Merci Sophie. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a donné envie d'oser mettre un peu plus de ce que vous êtes dans ce que vous faites. Si cet épisode a résonné pour vous, vous pouvez le repartager sur vos réseaux, laisser 5 étoiles ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez me suivre sur LinkedIn et sur Instagram, les liens sont dans le descriptif de l'épisode. On se retrouve lundi, dans 15 jours, pour le prochain épisode d'Une place à soi. À très bientôt.